Menteuse. On est à l'église. C'est le jour de l'enterrement de mon père. Et alors que je m'apprête à lui rendre un dernier hommage, un cri retentit dans l'assemblée. Menteuse. Je m'appelle Isabelle Batteste. Je suis la fille de Michel Jacques Batteste, né le 7 septembre 1945 à Issy-les-Moulineaux, et de Pierrette Georgette Raymonde, née Bernard, le 7 juillet 1946 à Suresnes. Et c'est là que le trou arrive, qu'on avait bien prévu. On a préparé son texte, on l'a répété plusieurs fois, et on s'attend au trou. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai grandi dans une famille française assez exemplaire, où je me suis sentie très aimée, mais aussi très incomprise. Ah non, Isabelle, tu vas pas sortir dans la rue avec ces jeans dégueulasses et tes dreadlocks orange. Dans une famille qui valorise le sens de l'effort, et surtout celui des diplômes. Dans une famille gaulliste, mais quand même, parfois Le Pen, il dit pas que des conneries. Dans une famille où, enfin, en tant que fille, je ne me suis jamais sentie empêchée de rien. Écrire du théâtre porno ou passer mon brevet d'hélico. Et où papa est le directeur général et maman la très très jolie secrétaire. Vous l'avez peut-être deviné, mon frère, ma sœur et moi, on a été adoptés. Et Pierrette et Michel, ils n'ont eu de cesse de nous répéter que c'était exactement comme s'ils nous avaient fait. Alors pendant 44 ans, j'y ai cru que c'était exactement comme s'ils m'avaient fait. Bon, l'histoire de ma vie, c'est quand même qu'à chaque rencontre, j'ai eu droit à des... Non mais t'es quoi, toi ? Cambodgienne ? Laotienne ? Vietnamienne ? Ben non, je suis française. Non, mais je veux dire, tu viens d'où ? Japon ? Chine ? Ah oui, non, oui, je viens de Corée du Sud. C'est ça que tu veux dire. Et t'es déjà retournée en Corée ? Tu parles coréen ? Bah non, parce qu'en fait, j'étais adoptée. Donc oui, bien sûr, j'ai toujours su que j'avais une tête d'asiatique. Mais comme c'était exactement comme s'ils m'avaient faite, c'était un problème vraiment pour les autres et pas du tout pour moi. Et puis ma mère est morte d'un cancer foudroyant en 15 jours. C'était pas complètement imprévisible, mais plutôt inattendu. Vous savez, on dit souvent que les aidants partent avant les aidés. Et ma mère, ça faisait plusieurs années qu'elle s'occupait de mon père devenu infirme à cause d'une infection nosocomiale et sénile à cause d'une maladie neurologique qui lui faisait perdre la tête. Donc c'est comme ça qu'avec mon frère et ma sœur, on s'est retrouvés du jour au lendemain en charge de notre père lourdement handicapé physique et mental. Donc pendant des semaines, on s'est démenés dans tous les sens pour lui trouver une équipe qui se relaie H24, 7 jours sur 7, pour prendre soin de lui, sa santé, sa toilette, pour le déplacer de son lit à son fauteuil roulant, de son fauteuil roulant à son fauteuil, de son fauteuil à sa chaise percée, de sa chaise percée à son lit. Et moi, tous les jours, je me disais, mais papa, pourquoi tu t'acharnes là ? Pourquoi tu survis à ça ? C'est quoi le sens à tout ça ? Et en même temps, dans ces moments-là, il y a une complicité vraiment inédite qui a émergé, qui s'est nouée. Il y a même eu des moments drôles parfois. Et en fait, dans sa sénilité, des moments d'amour pur, de totale présence. Et puis son état s'est dégradé. Donc le maintien à domicile n'a plus du tout été possible. Et là, il a fallu faire la tournée des résidences médicalisées. Alors pour une fois, là, les médias, vous pouvez les croire, hein, la tournée des EHPAD, c'est juste la catastrophe. Donc si vous avez prévu de vieillir handicapé en France, vous pouvez changer de plan.
Mais bon, on a quand même fini par tomber sur une résidence médicalisée, spécialisée dans la prise en charge des maladies neurodégénératives. Donc on avait a priori l'assurance que on parlerait pas à notre père comme un débile. Donc on était hyper soulagés. On a pris donc la décision de le transférer là-bas. On l'a dit à tout le monde. On a fêté Noël. Et ma sœur s'est installée avec mon père jusqu'à son transfert. Et mon petit chéri, mon fils et moi, on est partis à la montagne souffler après ces 4 mois épuisants. On a eu la chance d'avoir des amis qui nous ont prêté leur maison, donc on était au milieu de la neige. Et le 31 au matin, je reçois 3 courriers d'insultes de mes oncles et tantes. Alors dans ces courriers, ils m'accusent chacun à leur tour de méchanceté, de cupidité, de manipulation, mais surtout d'une ingratitude d'autant plus inadmissible qu'à nos parents qui nous ont accueillis et accompagnés dans nos jeunes années avec plus ou moins de réussite, textuellement. Nous devons tout, si ce n'est la vie. Là, c'est le choc. Je suis bouleversée. Je me dis, mais comment c'est possible? On vient de perdre notre mère, alors qu'on attend de notre famille un soutien dans l'accompagnement de notre père grabataire. Et on reçoit ça. Enfin, je reçois ça, personnellement, parce que je ne sais pas pourquoi ils me sont particulièrement personnellement adressés. Retour à Paris, rendez-vous chez le psychiatre, diagnostic dépression. Pour celles et ceux qui me connaissent, c'était quand même la grosse surprise que je puisse tomber en dépression. Et là, j'ai vraiment l'impression de toucher le fond. Mais en fait, non, ça ne va pas s'arrêter là. Mes oncles et tantes vont continuer de s'acharner pour tenter de me dessaisir de la responsabilité légale de mon père. Et on va passer les mois qui suivent à tenter de rassembler des témoignages pour prouver au tribunal devant le juge le bien fondé de notre décision et notre capacité à prendre soin de mon père. Il se trouve que cette décision, finalement, quand elle tombera, mon père va décéder quelques jours plus tard, donc elle ne sera jamais appliquée. Et c'est là qu'on se retrouve à l'église, dans cette magnifique petite église du village de son enfance où il a ses meilleurs souvenirs. Dans cette cérémonie qui commence par la prise de parole de son plus vieil ami qui va relater leurs exploits de patin à roulettes quand ils avaient 7-8 ans. Ensuite, il y a mon frère qui va prendre la parole pour partager des textes de l'Évangile, les petits-enfants qui vont allumer les cierges. Et quand vient mon tour de partager le texte que j'ai écrit pour rendre hommage à ces derniers mois d'une grande souffrance, mais aussi de cet amour plein et entier, on me hurle dessus du fond de l'assemblée « menteuse ». J'ai mis beaucoup de temps à faire le lien en fait entre ce déchaînement de violence et notre adoption, à comprendre ce que ce menteuse dénonçait. C'est exactement comme si on vous avait fait. En fait, ce mensonge, c'était pas à nous qu'il l'adressait. C'est l'histoire que mes parents avaient dû se raconter à eux pour acquérir leur légitimité de parents. Pas le choix dans une famille, dans un environnement proche où le lien du sang reste sacré. Pas le choix dans une société fondée sur l'universalisme, où l'intégration passe par la normalisation, où pour être inclus, il faut être exactement comme les autres, où pour être un bon parent, il faut avoir fait ses enfants. Je ne sais pas si j'aurais grandi de façon plus heureuse, avec la conscience aiguë de mon origine étrangère,
de ma naissance honteuse, du trauma de mon abandon. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de ce mensonge. Je m'appelle Isabelle Batteste, née Kim Yeon-woo, en Corée du Sud, fruit d'une relation interdite entre deux jeunes adolescents de 16 et 17 ans. Et j'ai grandi sur le chagrin immense de deux mamans qui n'ont pas pu avoir leur enfant. Si je sais un peu plus aujourd'hui d'où je viens, je ne sais pas très bien encore où je vais. Mais ce que je sais, c'est que la famille, c'est celle qu'on se choisit. Et c'est grâce à elle que je suis là ce soir et que j'ai pu vous raconter cette histoire. Merci.